Alors, pour la deuxième partie, qu'en est-il des conditions spécifiques aux droits des sociétés? Alors, je reprendrai les trois axes majeurs, à savoir, qu'en est-il des associés? Qu'en est-il des apports? Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Et qu'en est-il du partage des bénéfices? Les conditions, bien sûr, tirées du droit propre aux sociétés. La société, on l'a vu ensemble dans la première partie, est une société qui est basée sur le principe des contrats. Alors, on va voir ensemble qu'en est-il des associés, les cas très particuliers. Qu'en est-il des apports? On va essayer de les apprécier aussi et bien sûr les partages des résultats. Dans le Code civil, on dispose de l'information suivante. On dit que la société peut être instituée par deux ou plusieurs personnes, c'est-à-dire personnes physiques ou personnes morales. À deux exceptions près. Vous vous rappelez que je les ai citées ces exceptions quand on a évoqué la définition du terme société dans la première partie, à savoir, elle peut être instituée par l'acte, selon la règle de droit, bien sûr, ou par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Et là, on donne comme exemple majeur le URL. Je vous ai expliqué, qu'il s'agit d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire l'ensemble des parts sociales se retrouvent entre les mains d'un seul associé, et la SAS, qui est, elle, la SASU. SASU, c'est Société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire là, pareil, l'ensemble des actions vont être entre les mains d'une seule ou d'un seul actionnaire, d'une seule personne. Et on a vu ensemble, quand on parle de personnes, on parle de personnes physiques ou de personnes morales. Maintenant, qu'en est-il aux apports? Par le contrat de société, les associés vont bien sûr convenir d'entreprendre en commun, c'est-à-dire de mettre en place un effort commun. Mettre en place quel type d'effort? C'est-à-dire à travers leurs biens ou leur industrie. L'industrie, on l'a définie ensemble. Qu'en est-il des apports de biens, en biens? Les modalités des apports sont les suivantes. La question des modalités des apports va intéresser bien sûr les apports en nature. Pourquoi en nature? Parce que les apports en numéraire ne se conçoivent qu'en pleine propriété. C'est-à-dire quand j'apporte 1 000 € en numéraire, il s'agit là de 1 000 € et la propriété est transférée de la personne qui est apporteur vers la société en formation qui sera la personne morale plus tard, une fois immatriculée. Les apports en industrie ne font pas l'objet de droits réels, c'est-à-dire elles ne sont pas quantifiables et dans ce sens-là, elles ne rentrent pas dans la formation du capital social. Alors la question au niveau des apports se pose réellement sur les apports en nature. Et là, on va distinguer au niveau des apports en nature 3 modalités différentes. On peut apporter un bien en pleine propriété. Quand on apporte un bien en pleine propriété, c'est un apport qui va transférer à la société future personne morale la propriété et les risques qui vont avec. Ça vaut acte de vente. C'est-à-dire, on est l'apporteur, l'associé, l'apporteur est garant de la chose, c'est-à-dire du bien qui va transférer envers la société comme un vendeur qui est garant vis-à-vis de son acheteur. Alors, c'est très bien de considérer, de comprendre que quand on apporte un bien en pleine propriété, la personne, l'apporteur, ne devient plus, une fois qu'il a apporté ce bien, propriétaire en quoi que ce soit sur ce bien. Le bien est transféré dans sa globalité vers la personne morale. Ça, c'est la pleine propriété. Mais les biens en nature aussi peuvent être apportés juste en jouissance. Qu'est-ce que la jouissance? C'est-à-dire, c'est ce droit d'user du bien, c'est-à-dire occuper le bien. Imaginons qu'on transfère un local commercial à la société, mais juste sous forme de jouissance. Dans ces cas-là, je ne vais pas l'apporter en pleine propriété. Je garde, dans ces cas-là, si je suis l'apporteur, la nue propriété
d'accord? Et je ne transfère à la société que le droit d'user du bien, c'est-à-dire occuper le bien. Et l'apporteur, bien sûr, dans ces cas-là, demeure propriétaire du bien. Quel est l'avantage de ce type d'apport? L'avantage, c'est qu'en cas de liquidation de la société, on dit la chose suivante. La jouissance retombe dans la nue propriété pour reformer la pleine propriété, d'accord? Et cela échappe au créancier. C'est-à-dire, on ne peut pas vous poursuivre pour récupérer l'apport en jouissance. Et dans ces cas-là, ben, les apporteurs en nature d'un bien, par exemple immeuble, selon les conditions bien sûr, peuvent et ils ont intérêt à apporter en nature, mais en jouissance, où il y a une troisième modalité à travers laquelle on peut apporter, à savoir en usufruit. Qu'est-ce que l'usufruit? En latin, c'est l'usufructus, à savoir c'est un droit réel de jouissance sur la chose appartenant à autrui, c'est-à-dire je peux occuper le bien ou voir le mettre en location et récolter ses fruits. Usufructus. Cet apport se traduit par le transfert à la société d'un droit réel qui ne peut avoir une durée qui va dépasser 30 ans, comme pour le droit en jouissance, hein, ou plutôt l'apport en jouissance. Et comme pour l'apport en jouissance, c'est un apport qui est insaisissable et qui va échapper au créancier en matière de liquidation de la société. Et vous avez raison, il s'agit là de ce qu'on va appeler le démembrement. Démembrer un bien, par exemple un bien immeuble, c'est-à-dire séparer les droits. La nue propriété de l'usufruit, par exemple. D'accord? Démembrer un bien, c'est-à-dire séparer les droits, et on peut garder la nue propriété, c'est ce qui est recommandé, d'accord? Et apporter l'usufruit ou la jouissance, et en cas de difficulté financière ou surtout liquidation de la société, plus tard, ce type d'apport reforme la pleine propriété, est exonérée, bien sûr, et il échappe au créancier. Et ça, c'est important de savoir. Usufructus, voilà, c'est ça, usufructus. USU, fructus comme fruit, FRUCTUS. Voilà, c'est un mot latin. J'essaie d'échapper à un jargon très juridique, mais voilà, de temps en temps, il faut quand même expliquer quelques mots qui sont relatifs au jargon juridique qui est latin. Voilà pour la deuxième partie. Bien sûr, on peut, la participation aux bénéfices et économies, les associés, bien sûr, comme ils ont le droit de bénéficier et de partager les bénéfices, ils doivent aussi répondre de la dette de la société et bien sûr de ses pertes. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut négliger. Du moment où on a des droits, on a aussi des obligations qui vont avec ce droit. On ne peut se désengager de ces engagements qui sont très sérieux quand on forme une entreprise et quand on s'associe autour d'une société. Voilà pour la deuxième partie. Je vais vous laisser apprécier et lire le QCM 1 minute et après je reprends la main, on fait comme d'habitude et on va essayer de le corriger ensemble. Je reprends la main et on va essayer de corriger ensemble et voir ensemble et commenter ensemble les questions du deuxième QCM. Alors, pour la première question qui disait la chose suivante, Monsieur Durasol souhaite créer une société d'import-export pour commercialiser des armes. Bien sûr, étant donné que les armes, c'est faux, hein, bien sûr, et là je vois que vous avez bien répondu, on ne peut pas, il faut des autorisations très spécifiques, ainsi de suite. Alors, Monsieur Durasol ou Durasol qui est une personne lambda sans autorisation, il ne peut pas commercialiser des armes comme ça, c'est-à-dire créer des sociétés pour
commercialiser ces armes. La question 2 dit la chose suivante. On peut créer une SARL avec 2 associés mineurs, vrai, parce que la majorité n'est pas exigée quand on est dans le cadre d'être associé dans une société à risque limité. La 3e question était la suivante. Le consentement des associés doit être dépourvu de vice. Bien évidemment, il faut qu'il soit éclairé. Alors, c'est vrai. Pour la 4e, on peut créer une SA française ne faisant pas appel à épargne avec 2 actionnaires, dont un est de nationalité belge et la 2e est de nationalité gabonaise. Avec la réforme, la SA peut-être qui ne fait pas appel à épargne, c'est-à-dire qui n'est pas cotée en bourse, peut tout à fait être constituée ou instituée par 2 actionnaires. D'après vous, pourquoi on a mis cette réforme en place? On a réformé le fait qu'on passe de 7 actionnaires pour les SA ne faisant pas épargne et on est passé de 7 à 2. Mais par contre, pour les SA faisant appel à épargne, on les a laissés à 7 actionnaires. C'est parce qu'on a constaté que cette forme juridique est de moins en moins attrayante et qu'elle était en déperdition et c'était la société par action simplifiée qui se constituait le plus, etc., etc. Alors, c'est un petit peu pour alléger le tout et pour équilibrer et laisser plus de choix aux futurs actionnaires ou associés de former les ou la forme juridique qui leur convient le mieux. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, pour la question 4, oui, on peut créer une SA française avec 2 actionnaires et qui sont de nationalité non française. La question 5, l'objet de la société représente son activité principale. Bien sûr, il va refléter son activité principale et cette activité doit relever de l'ordre public, c'est-à-dire dépourvu de fraude. Et la question 6, un majeur incapable juridiquement peut être associé dans une société à risque limité, bien sûr. Comme un mineur, une personne qui est incapable juridiquement parlant peut être associée toujours, par exemple, si une personne qui est sous tutelle, c'est par l'entremise de son tuteur. Et pour finir, la 7e question, on peut forcer des personnes à devenir nos associés? Bien évidemment que non, parce que là, il y a violence. Et on a dit ensemble que la violence est considérée comme un vice, et un vice qui peut annuler l'effet d'un contrat. Alors, c'est bien sûr faux. On ne peut forcer quelqu'un à devenir notre associé. Le fait d'être associé doit répondre à un consentement et le consentement éclairé. Je tiens à vous remercier tous. J'espère que j'ai réussi à vous apporter quelques lumières au niveau et autour du droit des sociétés, des fondamentaux. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée à vous tous. Au revoir.